C'est la fête. Bon, par quoi on commence ce débrief de la semaine de mai? Tu mets un petit bip sur merde, comme ça évite les gros mots, parce qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. C'est la Fed, mais pas la fête. À ne pas confondre, sinon tu vas galérer pour comprendre l'intro. La Fed a fini d'injecter des milliards, de soutenir l'économie et tous ses assistés. Ouais, je m'emballe là. La fête est finie sur les marchés financiers, comme si sans assistance ils ne pouvaient plus monter. La fin d'une ère, d'un règne où les boules dominaient depuis des années. Les bears sortent de leur tanière et crient victoire comme si la Coupe du Monde ils avaient gagné. La Fed a parlé, la Fed a frappé, la Fed a fait de la merde peut-être, mais on n'est pas là pour juger. Alors oui, c'est pas la fête du slip, enfin la fête du slip, et on est encore là parce qu'on vous kiffe, ouais, c'est ça, hein. Alors abonne-toi, mets un petit pouce vers le haut, et c'est parti. Bon, cette semaine, nous avons eu les 75 points de base de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, ce qui était attendu et pricé par le marché. Elle frappe fort et elle n'a jamais frappé aussi fort que depuis 1994. Les taux se situent désormais autour de 1,5-1,75%, alors que le marché anticipe déjà la même mesure, c'est-à-dire 75 points de base de hausse des taux le 27 juillet. Et oui, l'été sera chaud. On sera alors autour de 2,25-2,50%. Objectif d'ici de la fin de l'année pour la Fed, 3,4% sur ses taux directeurs. Et tu le vois ici avec ce graphique qu'on appelle les dot plots. Chacun des membres du FOMC y va de sa petite touche, ça nous donne une moyenne et la ligne verte, c'est justement la moyenne des avis. En 2023, les taux devraient être autour de 3,8%. C'est un point de pourcentage de plus que ce qui était prévu en début d'année. L'objectif est clair. Défoncer l'inflation, the priority number one, puisqu'elle devrait s'élever autour de 5,2% cette année aux États-Unis, avec pour objectif toujours pour Jérôme Powell de faire baisser l'inflation à 2%. Objectif qui a priori ne sera pas atteint avant 2025. Oui, on devrait être autour de 2,6% l'année prochaine, 2,2% en 2024. À retenir tout de même dans le discours de Jérôme Powell mercredi, il considérera que le job est fait lorsqu'il y aura plusieurs mois successifs de baisse d'inflation. Alors le marché a plutôt bien apprécié dans un premier temps cette triple hausse des taux. C'est étonnant quand même. Comme si les marchés avaient apprécié que la Fed prenne vraiment au sérieux le problème. D'ailleurs, les marchés américains ont même terminé en hausse de 1% mercredi. C'était juste après le discours de la Fed. Et puis, la digestion, c'est comment dire... gueule de bois, c'est reparti dans la même lignée que cette pression baissière et de cette anxiogénéité, ce qui ne s'y dit pas. On est reparti ensuite dans le contexte anxiogène qu'on connaît depuis maintenant 2 semaines. La BCE, ça cogite, elle commence à accélérer un petit peu le processus en faisant même des réunions d'urgence. Putain les gars, j'étais dans la piscine là, et ben... Réunion, ça va, c'est pas le gigène non plus. Détends-toi, l'inflation, ça fait 9 mois qu'on est à la bourre, qu'on est au courant. Détends-toi. Bah ouais, écoute, il fait chaud. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont pressés les gens là, l'inflation là. C'est bon, on a le temps. C'est à cause de quoi? Ah, l'écartement du spread entre les taux en Italie et les taux en Allemagne. Bon, d'accord, j'arrive. Effectivement, la dette italienne, ça va commencer à lui coûter très cher. Donc du coup, la Banque Centrale Européenne réfléchit à un nouveau truc. Vendre la dette allemande, acheter celle d'Italie. Ouais, solution qui, ils vont encore cogiter un petit peu, puis elle serait adoptée a priori 21-22 juillet. Banque d'Angleterre, elle aussi, relève ses taux, 25 points de base de plus. On est à 1,25% sur ses taux directeurs. L'inflation, a priori, va encore piquer 11% au mois d'octobre. Ça, c'est ce qui est prévu. On n'y est pas encore au mois d'octobre. Aujourd'hui, on est à 9%. Et forcément, ça devrait impacter le PIB au 2e trimestre. Même chose pour la Banque centrale suisse. Et là, c'est son premier relèvement de taux d'intérêt depuis 15 ans. On est passé de moins 0,75%, et oui, les taux d'intérêt sont là-bas négatifs, à moins 0,25%. Ils sont en train d'anticiper l'impact de l'inflation aussi là-bas, et ça permet aussi accessoirement de défendre le franc suisse. D'ailleurs, ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque le franc suisse a explosé derrière. Et si on regarde ici, par exemple, avec l'USD CHF, ils sont donc forcément effondrés. Dollar contre franc suisse, le franc suisse explose, l'USD CHF s'effondre. Et pour le reste des statistiques macroéconomiques de la semaine, qu'est-ce que nous avions de beau? On a l'indice des prix à la production aux États-Unis qui augmente de 0,8%, alors que dans cette augmentation, 70% c'est lié au prix de l'énergie, qui a, elle, augmenté de 5% concernant sa demande finale.
Alors, il fait pas chaud qu'au niveau de la température. C'était encore une semaine très compliquée sur les indices qui entrent en zone de survente avec seulement pour l'indice SP500 et les actions qui composent l'indice SP500, comme son nom l'indique, il y en a 500, 5% seulement sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Plus que 8% des actions du Nasdaq sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Là, c'est plutôt un point de repère long terme. On se retrouve donc à peu près au même niveau que mars 2020, dans le pire du Covid, ou que début 2019. En même temps, l'avantage de ce chiffre, c'est qu'on ne peut pas passer sous zéro. Forcément, on est quasiment au taquet du bas, quoi. C'est ça qui est l'avantage. D'ailleurs, est-ce que une action peut passer sous zéro? Non, mais c'est parce que le pétrole nous a fait le coup l'autre fois et c'est juste pour savoir. Tant, heureusement, parce que sinon on l'a. J'ai une autre question. Est-ce qu'une crypto, ça peut passer sous zéro? C'est juste au cas où, quoi. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Contrairement à ce que la transition peut laisser penser, on va pas parler du fait qu'on peut aller sous zéro, mais de l'inquiétude des marchés qui, au-delà du fait qu'on augmente les taux pour pouvoir lutter contre l'inflation, qui peut peut-être être considéré comme rassurant parce que ça veut dire que les banques centrales, ça y est, commencent à s'intéresser vraiment au problème et à agir, mais ça aura forcément un impact négatif sur la croissance et sur l'économie. Ça, c'est indéniable. Je vais reprendre d'ailleurs ici cette image très parlante où effectivement on peut avoir donc une réduction de la croissance, voire une récession, c'est-à-dire une croissance négative. Et on pourrait y arriver si la Fed continue à ce rythme-là. 75 points de base de hausse des taux toutes les réunions. Alors attention, Jérôme justement, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les marchés avaient plutôt apprécié pendant son discours mercredi, 75 points de base de hausse des taux à chaque réunion, c'est pas la norme. En tout cas, une récession pourrait bel et bien avoir lieu en 2023. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Je remercie d'ailleurs Charles qui m'aide énormément pour la réalisation de ce débrief hebdo, qui a pointé sur un truc et je vais le relever. C'est que la Fed pourrait être pressée de remonter ses taux directeurs rapidement parce que on arrive déjà aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Et généralement, les banques centrales, elles bougent pas trop leur politique monétaire pendant ces périodes-là. Aujourd'hui, on est à peu près à moins 19% sur l'indice SP500. Et sur ce graphique ici, tu vois en beige les périodes de récession. Donc, a priori, on a déjà fait une grande partie du mouvement en moyenne par rapport aux périodes de récession. On a fait une grande partie du bout de chemin. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vu qu'on n'est toujours pas en période de récession et qu'on pourrait bien l'être, il y a encore de la marge à la baisse. Mais la bonne, et là on change de graphique, c'est que la marge de baisse par rapport à la moyenne de baisse lorsqu'on est dans des marchés baissiers, dans des phases de récession, elle est très faible. Et qu'en plus de ça, en moyenne, un marché baissier dure à peu près 11 mois. On a déjà fait 6 mois. En conclusion de tout ça, on va faire simple. C'est que c'est tellement tout pourri que ça peut être un peu pire, mais pas tellement plus. Voilà. C'est mon message pour envoyer un petit peu des ondes positives en ce dimanche. Ah ouais, j'ai dit là, on va chercher loin. Du coup, vu qu'on va envoyer des ondes positives, est-ce que c'est possible de ne pas parler des cryptos? Non, je pose la question juste. Ouais, bon, du coup, c'est un peu chiant. Comment trouver un message positif sur les cryptos? Putain. Ouais, je sais pas. Bon, on va parler microéconomie d'abord, non, c'est mieux. Allez, parlons McDonald's qui s'est mangé non pas un Big Mac, mais une amende de 1,25 milliard de dollars. Elle préfère ça plutôt que les poursuites pour cause de fraude fiscale, tout ça. Parce qu'effectivement, en France, disons qu'elle a fait un petit montage pour esquiver 2-3 trucs. Ça consistait à absorber une grande partie des marges qu'elle réalisait en France par des moyens de structure liés a priori, je crois que c'est au Luxembourg, pour pouvoir minorer les impôts payés en France. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Qcom, quant à elle, elle passe à travers et elle ne payera pas son amende. C'était 1 milliard de dollars. Oui, elle était accusée en 2018 d'abus de position dominante en Europe. Ça n'a pas empêché l'action de faire des nouveaux plus bas annuels. Oracle, elle, avait bien commencé la semaine avec un plus 10% suite à la publication de ses résultats. Ça concernait le 4e trimestre fiscal, même si en fin de semaine, ça s'est bien tassé comme l'ensemble de la cote. Compliqué en revanche pour Atos. Alors elle se fait découper dans tous les sens du terme. Le directeur général qui avait pris ses fonctions il y a quelques mois, il a déjà posé
déposé sa démission. Grosse division stratégique avec le conseil d'administration. Atos a vendu 7 millions d'actions de Worldline. Ça avait été un regroupement réalisé en 2013 pour regrouper ses activités de services de paiement et transactionnels. Et tout ça, ça avait été réuni dans une entité qui avait été introduite en bourse en 2014. Il va y avoir une scission du groupe Atos en deux. Evidian qui va s'occuper de la transformation numérique et Atos leader dans les services d'infogérance. L'action a perdu 50%. On va voir un petit peu le tour des marchés de cette semaine et ça n'a pas été de tout repos. Les semaines ne sont pas toujours très simple. Et me concernant, ça a été particulièrement compliqué. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, je partais du principe qu'on allait rester dans des phases de range. Triple hausse des taux de la Fed, plutôt intégré par le marché, pricé, peut-être même d'ailleurs une bonne nouvelle. Au travers du carnet de bord d'ailleurs, et encore une fois, je te le partage quand ça fonctionne, et cette fois-ci, je te le partage du coup quand ça fonctionne pas. Des gros niveaux qui ont été ralliés sur énormément d'indices. C'était mes zones d'intervention à l'achat, j'avais également des zones d'intervention à la vente, mais vu que le marché n'a pas rebondi, du coup, on n'est pas arrivé dans mes zones d'intervention de vente. Et tous les jours, un petit peu plus, on a continué à enfoncer le clou. Malgré d'ailleurs une réaction positive, je le disais tout à l'heure, sur les marchés américains mercredi après la Fed, j'ai travaillé en priorité l'indice CAC 40 à l'achat sur une première demi-position là-haut, je vais expliquer après, et j'ai renforcé la ligne en fin de semaine vendredi parce qu'on avait des indices européens qui tenaient bien après la digestion de cette période de hausse des taux de la Fed. Et ce fut un échec. Je dis quand ça se passe bien, je dis aussi quand ça se passe mal. Je pense que c'est important, peut-être même plus important de faire le débrief quand ça se passe mal. J'estimais l'action de la Réserve fédérale américaine au-delà du fait qu'elle se soit pricée déjà dans les cours. Bon, j'ai plus de lumière comme prévu, voire peut-être même que ce soit une bonne nouvelle pour pouvoir lutter contre l'inflation qui est le problème numéro 1 des marchés en ce moment. Sauf que forcément, ça va peser sur la croissance. Et a priori, donc les marchés sont partis en mode on va réviser à la baisse les perspectives, les résultats des entreprises. Et ça va être très intéressant d'avoir les publications des deuxièmes trimestres des entreprises pour savoir justement déjà dans un premier temps si les analystes révisent considérablement à la baisse leurs prévisions et les entreprises, comment est-ce qu'elles vont faire pour anticiper, pour prévoir et quelles vont être leurs perspectives en fonction de cette inflation. Est-ce que ça va peser sur leur marge, sur la consommation, la demande et également le coût des matières premières. En attendant, le marché continue donc sur ce thème de pression baissière, que ce soit aux États-Unis mais également en Europe. Le pétrole lui retombe sous les 115 $, visiblement anticipation de la baisse de la croissance. Le dollar américain, lui, qui s'était calmé, repart en fin de semaine. Pareil pour le taux à 10 ans aux États-Unis qui continue son ascension. L'or et l'argent, eux, ne réagissent toujours pas et continuent de faire des va-et-vient. J'ai essayé de travailler à l'achat le silver qui semblait partir et puis finalement le soufflet est retombé. Je vais revenir donc plus précisément sur ma position sur le CAC 40. Ma stratégie a été donc d'acheter les zones clés, mais de manière progressive. Pourquoi progressive et qu'est-ce que ça veut dire? Progressive parce que le marché ne me donnait pas raison. On n'avait pas de signal qui allait dans le sens de mes plans et dans le sens de mes zones d'intervention. Je devais quand même y aller d'un point de vue du timing, mais avec une taille de position réduite tant que je n'avais pas de signal probant, c'est-à-dire sur des unités de temps H4. Vendredi, le marché ouvrait à peu près bien. Tentative de relance des indices, je complète la ligne. Et en fin de semaine, aucune réaction. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore totalement clôturé la position, je l'ai pas clôturé du tout même, parce que tant qu'on se trouve au-dessus des 5850 points, tu vois, c'est quand même un gros niveau, mon plan n'est pas tout à fait invalidé. Clairement, si on devait passer en dessous et s'y installer, là par contre, ça sent pas vraiment très bon. Probablement, on accentuerait encore un peu plus le flux baissier. Et là, en termes de points de repère, c'est pas dingue. Donc, cette stratégie de range a fonctionné depuis le mois de février de cette année. Aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas avec tous les éléments qu'on a vus précédemment. Alors, j'accepte l'échec. Et ce qui est important, au-delà de ça, c'est de suivre ces plans tout au long de l'année. J'utilise, moi, par exemple, mon carnet de bord, mais il faut vraiment savoir que ça va pas fonctionner 100% du temps. Mais ça, c'est pas grave. Ça, faut l'accepter. Mais c'est important de suivre tous les autres aussi pour pas regretter en disant « Ah, mais du coup, je n'ai pas tout suivi, tous mes plans, et comme par hasard, j'en suis 1 sur 5 et c'est le seul 1 sur 5 qui marche pas que je suis. » Comme ça évite de regretter. C'est vraiment être constant dans leur mise en application et avoir d'ailleurs la même lucidité que ça
ça se passe bien ou que ça se passe mal. Donc aujourd'hui, et pour l'une des rares fois où c'est le cas, j'ai pas forcément de plan déjà établi pour la semaine prochaine. Contrairement d'ailleurs à mon d'habitude, je vous en partage quelques-uns ici. Parce que le marché me met en doute, clairement, et je préfère peut-être mettre un peu de côté toute la partie swing trading, donc l'intervention sur plusieurs jours. Plutôt que d'être vendeur swing maintenant sur les niveaux actuels, pour moi c'est absolument pas le timing. Et acheter, pour le moment le marché a pas envie de réagir, donc je vais pas insister. Intraday is king. D'ailleurs Rodolphe a fait une semaine incroyable sur le Dow Jones, notamment en intraday. Et puisqu'il nous fait, oui messieurs dames, oui, il nous fait la bonne surprise d'être là, je vais te poser deux questions, mon Rod. Pourquoi privilégies-tu l'intraday en ce moment et comment tu gères cette période de volatilité en ce moment? Salut Xavier, salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver juste quelques petites minutes. Je pense qu'il aura échappé à personne que le climat actuel est dégradé, que l'ambiance est morose, mais surtout au final qu'il se passe finalement pas grand chose, d'accord? Alors on va pas revenir dessus, mais le marché est peu lisible, on n'a pas trop, on va dire, d'idées sur ce qui pourrait se passer, il est difficile d'anticiper quoi que ce soit et on a surtout une très faible visibilité sur le marché. Alors dans ces cas-là, pour ma part, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que j'ai fait, ce que je fais depuis 2-3 semaines, je suis revenu sur l'intraday, d'accord, et notamment l'intraday Dow Jones. Pourquoi? Moi je trade tous les jours, j'ai besoin de trader, c'est également mon gagne-pain. Aujourd'hui les actions il se passe pas grand-chose, les cryptos se sont relativement endormis tout en bas, donc voilà, donc il a fallu que je cherche et que je revienne à mes habitudes du passé, à ce que je tradais par le passé de manière optimale, à savoir les indices. Pourquoi je suis allé sur le Dow Jones? De manière toute simple, on a un ATR environ ATR, vous pouvez aller voir ce que c'est comme définition, j'ai pas le temps de le faire ici de manière explicite. On a un ATR supérieur à 200 et une volatilité donc assez importante. Vous avez le VIX, on va dire, qui évolue au-dessus des 30, mais surtout vous avez donc une volatilité importante sur les indices avec un Dow Jones grosso modo qui offre quand même une volatilité intéressante, donc avec cet ATR supérieur à 200 et des fluctuations journalières ça permet d'avoir des fluctuations entre 5 et 600 points, donc une volatilité de 1, 1,5, 2% en intraday sur le Dow Jones, et c'est actuellement pour moi l'indice ou du moins l'actif le plus simple et le plus facile à trader qui va vous permettre, on va dire grosso modo, à la fois de gagner de la performance, de faire des points, mais surtout d'être à l'aise. Voilà. Donc pour ma part, je vais tendance à continuer à essayer d'attraper ces mouvements intraday sur le Dow Jones. Juste pour exemple, la tendance est baissière, donc sous les 31 000, mon objectif était toute la semaine, ce que j'ai fait toute la semaine avec IVT, de vendre tous les rebonds, d'accord. Et puis j'avais une autre borne, donc j'avais tracé 2 bornes importantes, donc baissier sous 31 000, voire même sous 30 500, et j'avais une borne d'alerte pour faire un reverse haussier plutôt autour des 29 500, 29 800. Donc à partir du moment où vous cadrez bien votre indice, où vous intervenez que là où vous avez cadré votre indice et que vous répondez toujours aux questions quand, pourquoi, où et comment, normalement cette volatilité indicielle vous permet quand même de rapporter un peu de performance et ça fait du bien. Personnellement, j'en ai besoin. Voilà pour ce petit point très rapide. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite surtout plein de courage. Soyez patients. Ça va revenir. La visibilité du marché, va revenir. Mais pour l'instant, c'est clair et net que si vous essayez d'anticiper quoi que ce soit, c'est vraiment compliqué. Ciao, ciao Xav. Merci à tous et excellent dimanche. Les cryptos, quant à elles, continuent de suivre les marchés traditionnels avec toujours plus de volatilité parce que c'est un marché plus petit, moins liquide, plus volatile. Et comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs semaines, on continue dans cette période anxiogène. À l'heure où je tourne la vidéo, on est à moins 20% sur le Bitcoin, pareil sur l'Ether. Et si on exclut le Bitcoin et l'Ether de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, donc capitalisation totale 3, on est grosso modo autour de moins 7% sur la semaine. Ça veut dire que les altcoins morflent moins pour une fois que le Bitcoin et l'Ether. Aucun signal de reprise à court terme pour le moment. Tant qu'on reste sous les 1280 $ sur l'Ether, 23 000 $ sur le Bitcoin et tant qu'on ne réintègre pas les 1000 milliards de dollars de la capitalisation totale. Le gros ménage est en train de se poursuivre, que ce soit d'un point de vue financier, débouclement de positions en perte, elles sont à des niveaux records, des liquidations de positions pour cause de trop d'exposition en effet de levier, un paysage de projets qui est en train également de s'épurer. Voilà, il y a plein de cadavres qui sont en train de sortir, de boîtes qui se font éclater. Voilà. Donc on peut dire que c'est un mal à court terme pour un bien à long terme, mais en ce moment on est dans le court terme et ça fait mal. Voilà. Donc en l'état là, le marché il est en train d'encaisser des coups, il ne se relève pas. Et le gros problème c'est qu'on a une baisse lente et continue. Voilà. On peut faire vraiment le parallèle avec ce qui s'est passé en 2018. Pour rappel, en 2018 la baisse a duré 1 an. Ensuite on a eu 6 mois de hausse absolument incroyable, 1 an de latérisation, le Covid ça s'est reboîté de 80%. Et derrière, on a eu la hausse fulgurante. Les rebonds sont quand même très limités. Mercredi, petit rebond, notamment sur le Bitcoin qui a pris 2% après les propos de Jérôme Powell, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, si on prend les performances depuis les ATH, c'est des performances
performances voilà, absolument horribles. Et ça, c'est la réalité par rapport au point haut. Voilà, ce sont les performances brutes, mais si on les contextualise, si on prend 2020, 2021 où les performances ont été exceptionnelles, 2022 c'est une année exceptionnelle dans le mauvais sens du terme. Mais on revient sur des niveaux de fin 2020, début 2021. C'est exactement la même chose sur les marchés traditionnels, SP500, Dow Jones. L'or, on est exactement au même niveau également. L'eurodoll a perdu 15%. Certaines actions, notamment du Nasdaq, ont perdu bien plus que simplement en retour sur les plus hauts de 2020-2021. Donc pour que le marché se reprenne, il faudra déjà une stabilisation des marchés traditionnels, puisqu'on sait très bien que le marché des cryptos est très fortement corrélé au marché tradi. Donc il faudra que les resserrements monétaires des banques centrales fassent leur effet sur l'inflation sans non plus défoncer complètement la croissance. Et pour ça, il faudra un peu de temps. Moins d'huile sur le feu qui est remise systématiquement chaque semaine quasiment. On a vu l'affaire Terra Luna. Là maintenant, c'est Celsius. Commence à faire beaucoup. Donc il y a un espèce de gros nettoyage qui est en train de s'opérer. Il faudra que cette période se termine. Après ça, il nous faudra quand même aussi des bonnes nouvelles, accessoirement. Notamment la transition de l'Ether, de Proof of Work en Proof of Stake. Ça se fera à la rentrée. Ouais, ça serait pas mal que ça se passe bien. Donc dans cette période-là, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est d'essayer de continuer à comprendre les projets les uns après les autres. C'est pas une période psychologiquement propice et intéressante pour le faire, mais il faut vraiment le faire parce que quand le marché repartira, l'objectif ça va être d'être sur les meilleurs projets possibles. Pour le moment, tout le monde jette tout et n'importe quoi, bons fondamentaux, mauvais, peu importe. C'est à peu près tout pareil. Même s'il y a quelques cryptos cette semaine qui ont pris 30%, comme par exemple HNT, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'elle a perdu par rapport à ses plus hauts. Mais il y a quand même des progressions, on peut voir le verre à moitié plein. Semaine compliquée, c'est ainsi. Courage en tout cas si ça a été le cas aussi pour vous cette semaine. Faut rien lâcher, faut reset le cerveau, faut retracer ses zones, reconsidérer les tendances, réduire surtout les tailles de position. Quand ça va pas, on réduit les tailles de position nouvellement ouvertes. Une fois qu'on reprend confiance, hop, on réaugmente progressivement les tailles de position. Être progressif, ouais, ça c'était vraiment mon mot clé de la semaine. Ça le sera encore pour la semaine qui arrive. Et surtout, bonne fête à tous les papas. Bonne fête aux miens qui le regardent maintenant depuis là-haut. Je sais qui kiffait regarder les débriefs hebdo. Et je mets un like à ta place. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. À plus. Ciao.